Bonjour à tous. Alors ce soir, c'est la troisième partie de mon sujet, où j'ai commencé déjà sur la première et deuxième partie. Alors, la première, c'était toujours la misère de la pensée contemporaine. Alors, c'était le sous-titre aussi, de la grandeur des Lumières, L majuscule, à la misère de l'esprit contemporain. Alors, deuxième partie, c'était la mort de la pensée moderne. Ce soir, c'est la troisième partie aussi, c'est toujours le même titre aussi. Alors voilà. Alors, en 1985, dans son ouvrage La puissance du rationnel, l'historien et philosophe Dominique Janicot affirme « Nul ne peut contester qu'en un laps de temps relativement court en comparaison de l'histoire et surtout de la vraie histoire de l'humanité, les sciences et les techniques ont transformé notre planète du point d'ébranler d'équilibre écologique et aussi ethnologique et finalement immémoriaux, au point surtout de faire douter l'homme du sens de son existence. Et de ces travaux aussi, jusqu'à faire vaciller sa propre identité au l'homme. Alors un autre ouvrage aussi, c'est M. Gaucher, Désenchantement du monde. Alors voilà la rationalité à laquelle se referaient M. Gaucher et Janicot s'est détériorée dans la conscience populaire dans les sociétés européennes depuis la date de l'émergence et de l'idée, parce que la tendance générale dans les sociétés mentionnées a été préoccupée par le quotidien de la vie immédiate. Ce n'est plus la puissance du rationnel, mais de la vie pure. Je veux dire la vie de l'homme englobée par l'émotionnel, ou en d'autres termes, c'est pratiquement la réponse de M. Maslow, Abraham Maslow, un Américain, a organisé le besoin humain en une pyramide qui inclut du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. Les besoins, qui a classé les besoins, alors psychologiques, physiologiques, de sécurité, d'amour, d'appartenance, aussi d'estime de la réalisation de soi. Et selon l'Américain aussi, d'Abraham Maslow, il faut satisfaire les besoins du niveau inférieur avant de répondre aux besoins qui surviennent plus haut dans la pyramide. Ceci, d'après mon interprétation personnelle, le dernier niveau, ce sont les valeurs rationnelles. Et Maslow dit les valeurs d'actualisation de soi. Ou bien, en anglais, self-actualization. On a, en d'autres termes, la décadence est cause par la satisfaction de l'homme moderne d'avoir ou s'arrêter seulement la réalisation des besoins de la vie immédiate. Le chemin de déclin de la pensée, où on montre tout à l'heure des causes internes et des causes externes. Alors, pour des causes internes aussi, on commence par la crise de la culture, voire aussi, par exemple, pour élargir la connaissance Hannah Arendt, la crise de la culture, exercice et de pensée politique traduit de l'anglais dans la direction de Patrick Lévy-Gallimard. Aussi la culture toujours, au rythme du marché. Et bien, il y a un article aussi, c'est intitulé aussi en anglais aussi, et Cancel Culture. Il y a dans le contrepoint, alors c'est le 5-6-2021, confinement, ou bien culture is over, en anglais ou en français aussi, la culture, c'est fini. Certains aspects de la décadence de la pensée contemporaine. Je commençais par
va parler de la crise de la culture, et certaines références aussi. Alors aussi, deuxième point, la défaite de la pensée est d'origine du déclin culturel moderne. En prenant appui sur la pensée d'Anna aussi, je viens de mentionner, aussi un auteur Alain Finkielkraut retrace chronologiquement dans la fête de la pensée les événements responsables de la barbarie du monde moderne, où on ne peut plus s'exercer pour l'autorité des grandes œuvres de l'esprit. Pour le philosophe, d'Alain aussi, pour le philosophe, c'est la perversion de la raison démocratique et de l'esprit des Lumières, L majuscule aussi, comme vous savez, qui a instauré le règne de l'intolérance aussi et de l'infantilisme, la culture. La défaite de la pensée aussi, selon Finkielkraut, la défaite de la pensée est pour lui la cause du déclin de la culture, comme je viens de dire. Alors, deuxième point, alors ces causes extérieures. Voilà un certain aspect sur les causes intérieures de l'Europe, enfin de la civilisation européenne, ou bien des sociétés européennes modernes. Alors, deuxième point, causes extérieures. Les contacts avec les cultures étrangères, valeurs traditionnelles, qui ne sont pas bien développées, l'islam notamment, avec ses prétendus l'invasion de l'immigration et l'envahissement des déplacés de toutes parts. Sur ce point, on s'arrête un moment pour signaler le suivant. M. Régis Debray, dans son dialogue avec M. Renard Guirard, publié dans un bouquin, dans des séries essais aussi, chez Grasset 2014, considère l'islamisme international ennemi principal de l'Occident, numéro 1, ou bien ennemi de la civilisation européenne et mondiale, d'après mon sens. Sur le plan de la puissance, je ne crois pas, sur le plan de la puissance, mais je dis, sur le plan de la connaissance, je ne crois pas que les islamistes sont en mesure, sur le plan de la force matérielle et culturelle, peuvent affronter l'Occident. Et leur affaire, enfin les islamistes, etc., et les immigrés, etc., leur affaire de terreur, à gauche ou à droite, ce sont comme des fêtes d'hiver et font rien à part de faire du beurre de peuple dans les rues, les quartiers et les lieux publics, mais sur les aspects de la décadence de l'esprit moderne, nous pouvons signaler la suite. Sur le plan du comportement ou du moral, on cite aussi les problèmes de la corruption dans les sociétés modernes. Alors finalement, la médiocratie, ce que j'ai rappelé, les aspects extérieurs de la démocratie, qu'est-ce que je dis? La médiocratie aussi ont pris le pouvoir. Les forces politiques du monde adoptaient la politique de laisser tomber l'esprit éclairé ou la mort de la pensée, selon mon opinion aussi. Qui est l'auteur du livre de la médiocratie? La médiocratie, Alain Duneau. Il y a un livre aussi, Médiocratie, ou Médiocratie aussi, et en français, le substantif désignant ce qui est moyen, ou moyenneté, ne se dit pas, mais quelque chose distingue bien des deux termes. La moyenne renvoie à une abstraction. On parlera de revenus moyens, des compétences moyennes, tandis que la médiocrité
désigne cette moyenne, ce qu'on peut dire en France par exemple, le français moyen, c'est la moyenneté, et moyenne là en acte. Or, il ne s'agit pas d'un livre sur la médiocrité, ni d'un essai moraliste ou moralisante, mais une tentative de comprendre une tendance, une dynamique sociale qui contraigne une production moyenne, c'est la médiocratie. Le stade moyen, c'est au rang d'autorité aussi, elle fonde, la médiocratie aussi, elle fonde un ordre dans lequel la moyenne n'est plus une élaboration abstraite permettant de concevoir synthétiquement ou un état de choses, mais une morne, une certaine norme impérieuse qu'il s'agit d'incarner. Si nous sommes honnêtes, on est tout un jour aussi, un jour, dans l'autre, d'un jour à l'autre aussi. Alors, c'est un moyen en quelque chose, on ne peut toujours être au maximum de nos capacités. Le problème, c'est que l'on nous contraigne à être en toute chose. On est plus au niveau supérieur ou au langage de Nietzsche, humain, trop humain, au plus niveau. L'esprit aristocratique aussi est déjà mort. Nous sommes dans un monde de foule et d'esclaves de la vie crue et brute. Et notre esprit est impuissant pour l'éternité. C'est la terrible chute de l'homme. Conclusion. Il y a près de 2 siècles, depuis que la prise de conscience de la civilisation occidentale à elle-même comme une civilisation exceptionnelle qui se dirige vers plus de domination matérielle et morale sur le monde, et parler du déclin et du rétrécissement de cette civilisation et même de son déclin est un discours qui émane de cette civilisation elle-même en tant que mouvement culturel qui exerce le mécanisme de l'autocratie, consciemment ou inconsciemment par 2 voies, le rejet ou d'anticipation. Alors, si l'Occident recule vraiment, et si l'Occident perd sa force matérielle et sa sécurité morale, de nombreuses organisations internationales auraient perdu leur capacité de contrôle. Et le loup est devenu le maître des relations internationales et donne dans la séquence directe nécessaire le maître des relations au sein de nombreux pays du monde. Cela signifie que, l'hypothèse, c'est une hypothèse de la décadence de la civilisation. Alors, cela signifie l'épanouissement de l'Occident n'est pas seulement une garantie de la stabilité du monde, mais c'est une garantie de sa stabilité sur la base de la justice et de la dignité internationale d'une part, et sur la base de la prévalence de la conscience, avec tout ce que cette diffusion implique et gouvernance implicite au niveau des groupes et des individus. Le grand paradoxe dans la pensée de la civilisation occidentale est son exhaustivité. Il y a 2 siècles pour devenir l'essence de la civilisation mondiale contemporaine, j'attends par paradoxe qu'elle jouit de l'efficacité de la critique permanente de sa structure intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle tue et ranime l'homme par
progresser dans la pensée et dans la vie et ne cesse de faire preuve d'une pleine audace pour regarder vers l'avenir. Ces séparations, il y a au paradoxe, tuent et revivent l'Occident à la fois et à la volonté d'une vie supérieure, triomphant toujours en lui pour atteindre les plus hauts niveaux de haute qualité ou de transcendance absolue. Et le Nietzsche est toujours présent dans l'esprit occidental. Et l'Occident vit toujours la puissance pure ainsi que la puissance du rationnel. De l'autre côté aussi, dans ma conclusion, ma réponse au dire de livres de M. Dobret et de Girard dans leur livre « Que reste-t-il de l'Occident ?» Eh bien, ce sont les 4 révolutions, à mon avis, les 4 révolutions qui ont changé le monde. C'est le printemps, c'est le triomphe des sciences et technologies philosophiques, lesquelles la victoire de la pensée philosophique et des sciences humaines, ceux-ci sont des nouvelles bases et d'une nouvelle civilisation, et leur héritage sont les lumières, ceci par le sacré raison, qui reste la base du dépassement des lumières. En repoussant, c'est une nouvelle lecture philosophique de notre temps qui implique des progrès permanents des sciences et des technologies et en parlant toujours des sociétés de futur et le monde virtuel. Mais si l'Occident, en détérioration avec sa civilisation, c'est la plus haute tragédie mondiale. Mort de la civilisation, c'est absurde et impossible. Et surtout, on parle et écrit sur ce qu'on a appelé aussi là, la 4e révolution industrielle et le progrès fantastique de la science et des technologies est vertueuse, future, etc. Cela présente as sphère de réflexion philosophique et donne un espace libre de penser aux sciences humaines. Alors voilà, je montre aussi mes références sur la... Voilà, c'est tout ce soir et à la prochaine. Au revoir.